Un avion se désintègre dans les collines de la Californie. Il n'y avait pas d'aile, pas de fuselage, pas de queue. Il n'y avait pas de siège. L'acier trempé est littéralement déchiré en 1000 morceaux. Je n'avais jamais rien vu du genre. L'épave témoigne des derniers moments tragiques du vol 1771 de Pacific Southwest Airlines. L'avion a atteint une vitesse inimaginable. On nous a dit qu'il avait franchi le mur du son. Les passagers ont été soumis à une terrible force d'accélération. On a estimé la force à environ 5000 G. Les dernières secondes de leur vie ont été horribles. Les enquêteurs ignorent encore la cause de l'écrasement du vol 1771, mais ils sont convaincus d'une chose. Il ne s'agit pas d'un accident. L'aéroport international de Los Angeles est l'un des plus achalandés du monde. LAX accueille 40 millions de passagers chaque année. Dans l'aérogare 1, des passagers et des membres d'équipage franchissent le contrôle de sécurité pour se rendre à San Francisco. Ils montent ensuite à bord du vol 1771 de Pacific Southwest Airlines. À l'époque, Pacific Southwest était une importante compagnie aérienne régionale. Elle desservait une trentaine de villes, surtout dans l'ouest des États-Unis. Le trajet Los Angeles-San Francisco est l'un des plus fréquents chez Pacific Southwest, qu'on appelle aussi PSA. Parmi les 38 passagers se trouvent plusieurs employés de la compagnie aérienne, dont son chef pilote. Les employés de compagnies aériennes font souvent la navette en avion entre différentes villes pour leur travail. Certaines personnes prennent l'autobus pour se rendre au boulot, tandis que les membres d'équipage prennent l'avion. Le commandant Greg Lindemood est pilote chez PSA depuis 14 ans. Ce père de 3 enfants est également un vétéran décoré. Brakes. Brake set. Flaps up. Spoilers retract. Le copilote James Nunn a été embauché au printemps dernier. Il a des milliers d'heures de vol à son actif. Thrust levers. Aujourd'hui, ils sont aux commandes d'un court courrier de fabrication britannique, un BAE 146. Avec ses turboréacteurs à double flux silencieux, il est conçu pour les vols de courte distance passant au-dessus des zones densément peuplées. Le vol à destination de San Francisco durera à peine plus d'1 heure. So do you know what you're getting boys for Christmas? Well, it's gonna be Nintendo, and with what it costs, I think they can both share it. Anything to drink, guys? I'm fine, thanks. Okay, just holler if you change your mind. L'avion survole la campagne californienne à une altitude de 6700 mètres. Can you ask him how it's been? À mi-chemin, le commandant Lindemood s'informe au sujet des turbulences. Center, PSA 1771. Any reports on the ride ahead? We've had a little continuous light chop.
PSA, this is Rocky Mountain Center. It's not too bad. My God, that was a gun. Tout à coup, les pilotes ont d'autres chats à fouetter. Squawk 77, we've had a gun fired on board the aircraft. You want to go to Monterey? Could you make it, sir? Quelques instants plus tard, le vol 1771 amorce sa chute vertigineuse. Des témoins ont brièvement aperçu l'avion qui tombait du ciel. It was going at a high rate of speed. Looked like a dart just diving to the ground. Le vol 1771 s'écrase sur une colline isolée, à 280 km au nord-ouest de Los Angeles. En arrivant sur les lieux de l'écrasement, les policiers trouvent un avion de 30 tonnes pulvérisé. Il n'y avait pas d'aile, pas de fuselage, pas de queue. Il n'y avait pas de siège. Il n'y avait que du papier. Du papier partout. Et une forte odeur de carburant. Le shérif Steve Bolts en arrive rapidement à la triste conclusion que personne n'a survécu à l'écrasement. On a ratissé le pâturage dans l'espoir de trouver des survivants. Mais on ne distinguait même pas les corps des victimes, ce qui nous en disait long. Il s'agit de l'une des pires catastrophes aériennes de l'histoire de la Californie. Le lendemain de l'écrasement, des enquêteurs du FBI et du NTSB arrivent sur les lieux. You ever see anything like this? It's gonna be a long day, guys. On savait que les contrôleurs aériens avaient entendu des coups de feu. Squawk 77, we've had a gun fired on board the aircraft. S'il s'agissait bel et bien de coups de feu, un crime avait été commis à bord et l'enquête relevait du FBI. Mais les rapports ne sont peut-être pas exacts. Les pilotes et les contrôleurs peuvent avoir fait fausse route. Même si des rumeurs circulent au sujet de l'identité du tireur, il revient au NTSB de faire la lumière sur les circonstances de l'écrasement du vol 1771. Il faut à tout prix éviter les idées préconçues quand on fait enquête sur un accident. Par exemple, la plupart des enquêteurs n'écoutent pas la radio et ne regardent pas la télévision avant d'arriver sur les lieux. Même inconsciemment, on risque d'enregistrer l'information et, une fois sur place, sans s'en rendre compte, chercher les preuves de ce qu'on a entendu. Il faut donc se présenter sur les lieux d'un accident en étant le plus objectif possible devant les événements. Pendant que les enquêteurs du NTSB tentent de déterminer la cause de l'écrasement, les policiers se posent leurs propres questions. Il fallait trouver qui avait un mobile pour commettre ce crime et qui en était la cible. Right there. They should be somewhere right in there. Le FBI cherche des preuves d'actes criminels, tandis que le NTSB cherche des indices au sujet de l'écrasement. S'ils parviennent à récupérer les boîtes noires, le mystère pourrait s'éclaircir. L'avion était complètement détruit. L'épave nous fournissait très peu d'informations. À ce moment-là, le plus important était de récupérer l'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage, d'oublier les conjectures et de se concentrer sur les faits. Les enregistreurs de bord racontent ce qui s'est passé dans un avion. Ils sont très importants pour reconstituer les événements qui ont mené à un écrasement. The impact comes in this way, right at the tail. They should be somewhere in here. I think that's it. Après plusieurs heures de fouilles dans les débris épars, les efforts des enquêteurs portent fruit. Ils retrouvent les deux boîtes noires de l'avion.
On a d'abord retrouvé l'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Il était reconnaissable à son recouvrement orangé. Même s'il était lourdement endommagé, on savait que c'était un enregistreur. La deuxième boîte noire a subi des dommages encore plus importants. L'enregistreur de données de vol relève les informations relatives à la performance de l'avion. What a mess. What a mess. L'enregistreur de données de vol était méconnaissable. Les deux boîtes noires sont expédiées au laboratoire du NTSB à Washington. Mais on ignore encore si leurs données seront récupérables. Sans elles, les enquêteurs ne sauront peut-être jamais ce qui s'est passé sur le vol 1771. Dès qu'on arrive sur le lieu d'un accident, on se met à la recherche de l'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage. Et dans ce cas-ci, c'était encore plus essentiel parce que la cellule même de l'avion avait disparu. Il n'y avait pas d'épave au sens propre. Au laboratoire du NTSB à Washington, Dennis Grossi examine l'enregistreur de conversation dans le poste de pilotage gravement endommagé du vol 1771. Le boîtier lui-même était complètement déformé, comme si quelqu'un l'avait écrasé entre ses mains, comme ça. Pourtant, c'est de l'acier trempé. On a estimé la force à environ 5000 G, en se fiant seulement à la déformation de la pièce. L'enregistreur, l'avion et tous ses occupants ont subi une force de choc 5000 fois supérieure à la force gravitationnelle. Les meilleurs pilotes de chasse du monde peuvent tolérer une force soutenue maximale de 9 G. Lors d'un écrasement, il arrive que le corps humain puisse survivre à une force de 100 G qui ne dure qu'une fraction de seconde. Une force 500 fois supérieure est difficile à concevoir. Dennis Grossi est conscient que ce terrible impact risque d'avoir effacé à jamais les dernières paroles échangées dans le poste de pilotage du vol 1771. No crash investigation is routine, but among the jigsaw puzzle of pieces from Flight 1771, investigators are looking for something very different, perhaps a gun. Retrouver l'arme pourrait permettre au FBI d'identifier le tireur, mais aux yeux du NTSB, les coups de feu à eux seuls ne peuvent expliquer l'accident. Un projectile ne provoque pas l'écrasement d'un avion de ligne à réaction. Il y a énormément d'idées fausses qui circulent au sujet de la décompression, notamment à savoir si un coup de feu peut faire tomber un avion. Si un simple projectile atteint le fuselage, la réponse est non. Il faut une brèche beaucoup plus importante dans le fuselage pour provoquer une décompression explosive. Le genre de brèche qui a entraîné l'une des pires catastrophes aériennes de tous les temps. En 1974, une porte de soute défectueuse a causé l'écrasement du vol 981 de Turkish Airlines. Le plancher cabine a cédé sous l'effet de la décompression et les câbles de commande de vol se sont rompus. Les 346 occupants de l'avion ont péri dans la tragédie. Un avion ne s'écrase pas sous l'effet de l'impact d'un projectile. Ça ne suffit pas pour causer une décompression explosive, qui, elle, doit survenir pour provoquer l'écrasement. Si le coup de feu n'est pas responsable de la chute de l'avion, les enquêteurs doivent en trouver la véritable cause. Au laboratoire du NTSB à Washington, les efforts pour récupérer l'enregistrement des conversations du vol 1771 leur réservent une surprise. Malgré la violence de l'impact, la bande magnétique audio est intacte. Les 28 premières minutes ne révèlent rien de particulier. Les pilotes veulent savoir si les turbulences cesseront bientôt. Can you ask him how it's been? Center, PSA 1771. Any reports on the ride ahead? We've had a little continuous light chop. PSA, this is Rocky Mountain Center. It's not too bad. On les entendait bavarder tout en effectuant les procédures habituelles. Au cours des 2 dernières minutes, les événements prennent une tournure dramatique. Sure sounds like a gunshot.
Tout à coup, on a entendu un coup de feu sur l'enregistrement. L'écoute de la bande confirme les dires des pilotes. On y entend 2 coups de feu. Yeah, I know. Squawk 77, we've had a gun fired on board the aircraft. C'était un moment difficile. On écoutait 2 personnes parler ensemble, le pilote et le copilote, pendant un vol de routine, et brusquement, la tragédie a frappé. C'est resté gravé dans ma mémoire. Les enquêteurs poursuivent leur écoute. La situation devient de plus en plus inquiétante. La porte du poste de pilotage s'est ouverte et une femme, probablement l'agente de bord, a dit d'une voix affolée « Ensuite, une voix d'homme, probablement le commandant, a dit « Quel est le problème ?» What's the problem? I'm the problem. Les enquêteurs savent maintenant que le tireur était un homme et qu'il a abattu des membres d'équipage. C'était troublant d'entendre quelqu'un commettre un meurtre. Comme enquêteur d'accident, on n'a pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. C'était un enregistrement inusité. Une agente de bord et les 2 pilotes sont abattus. On a entendu la porte du poste de pilotage se refermer et ensuite, un dernier coup de feu a retenti, le 6e. Avant la fin de l'enregistrement, ils entendent un dernier son menaçant. The plane's in a dive. The engines are over-revving. Au bout de 5 secondes, on a entendu ce qu'on appelle un bruit de pare-brise. Autrement dit, l'avion accélérait. Le bruit s'intensifiait. On savait que l'avion était en chute libre à ce moment-là. 65 secondes après les meurtres de ces pilotes, le vol 1771 s'écrase dans les collines de la Californie. Ça nous a permis de comprendre qu'on faisait enquête sur un crime odieux. Avec l'enregistrement du CVR, le NTSB voit son rôle changer. On avait la confirmation que ce n'était pas un accident, mais bel et bien un crime. À partir de ce moment-là, le FBI devenait responsable de l'enquête. Le FBI s'y connaît en enquête criminelle, mais ils ne savent pas nécessairement comment mener une enquête sur un accident d'avion. On a donc poursuivi notre travail tout en partageant nos informations avec les agents du FBI. Le FBI enquête sur les meurtres, mais il ne s'agit pas de leur seule préoccupation. L'enregistrement du CVR soulève un autre problème pressant. Une arme a été introduite clandestinement à LAX. Les enquêteurs se demandent comment le tireur a réussi à déjouer le contrôle de sécurité. Si le FBI ne répond pas rapidement à cette question, d'autres vies risquent d'être menacées. Deux jours après la tragédie du vol 1771, les enquêteurs fouillent encore les décombres à la recherche d'un élément de preuve inhabituel sur les lieux d'un écrasement. Une arme de crime. C'était très frustrant de ne pas retrouver l'arme, parce qu'on se doutait qu'elle avait joué un rôle déterminant. Et il fallait tout de même s'assurer qu'une arme était impliquée dans l'écrasement, même si ça ne faisait presque aucun doute. On craignait de ne jamais la retrouver parce que les débris s'étendaient sur un vaste territoire, sans oublier que la force de l'impact avait réduit l'avion en 1000 morceaux. Tandis que la recherche de l'arme se poursuit en Californie, les enquêteurs du NTSB à Washington tentent de comprendre pourquoi le vol 1771 a piqué du nez après les meurtres des pilotes. Dennis Grossi espère que la réponse se trouve dans ce qui reste de l'enregistreur de données de vol. Le chargeur interne qui contenait la bande est la seule pièce qu'on a récupérée. Le reste s'était volatilisé.
La quasi-totalité de la bande qui enregistre les données a été déchirée au moment de l'impact avec le sol. Je n'avais jamais vu une boîte noire aussi endommagée. Grossi examine une pièce cruciale de l'enregistreur, la tête mixte, qui inscrit les données sur la bande magnétique. Il découvre un petit fragment de ruban en bon état. Le chargeur n'avait pas résisté et la bande elle-même était détruite, à l'exception d'un bout de ruban de 15 ou 20 cm qui s'enroulait autour des têtes d'enregistrement et du cabestan. Il serait surprenant qu'un si petit morceau de ruban contienne des renseignements utiles. On a travaillé très fort pour tenter de récupérer le plus de données possible à partir de ce petit fragment. Pendant ce temps, en Californie, les enquêteurs trouvent enfin ce qu'ils cherchaient désespérément, le canon d'un revolver. Un agent du FBI a trouvé l'arme tout près du lieu de l'impact. On a été très chanceux. C'était un coup de chance incroyable. Il ne s'agit pas de n'importe quelle arme. C'est un Magnum de calibre 44. Il n'y avait pas d'arme de poing plus puissante que le Magnum 44 à l'époque. Mais le canon ne suffit pas. Ils ont besoin du reste de l'arme. Heureusement, ils finissent par tout retrouver. Le barillet et 6 cartouches vides. Le châssis de cette arme est extrêmement résistant. Que le barillet se soit détaché prouve la violence de l'écrasement. Le revolver mène à une morbide découverte. On a trouvé un bout de doigt coincé entre la détente et le pontet. On l'a expédié au laboratoire du FBI à Quantico, en Virginie. Les analyses de laboratoire permettront peut-être de résoudre le mystère qui entoure l'enquête. Le FBI a désormais l'arme du crime, le lieu du crime et 42 victimes de meurtre. Il ne manque que l'identité du 43e occupant de l'avion, le meurtrier. We, in our investigation today here at the site, have located a weapon. And that weapon is going to be examined, and of course, any connection between it and the crime will be more fully developed. Il fallait trouver le mobile du crime. Un meurtrier avait tiré ses coups de feu, et il y avait une raison derrière ce geste. It's part of a seat, part of the frame. Le NTSB était entièrement responsable de mener l'enquête sur le terrain. Mais c'est grâce à l'enquête du FBI qu'on a pu répondre à certaines questions sur les lieux. Ils n'ont pas notre expertise en accident d'avion, mais en matière criminelle, ils s'y connaissent. Le NTSB retrouve un morceau d'épave sur le lieu du crime qui permettra peut-être d'expliquer les circonstances de l'écrasement du vol 1771, une partie de siège de passagers. Il y avait un trou de projectile dans le siège. S'ils arrivent à déterminer l'emplacement exact du siège, les enquêteurs consulteront le registre des places des passagers pour établir l'identité d'une autre victime abattue avant l'écrasement de l'avion. Dennis Grossi a tout fait pour récupérer les données provenant du minuscule bout de ruban de l'enregistreur de données de vol. J'ai réussi à décoder les dernières secondes de l'enregistrement. Il contient bel et bien des données, mais seulement pour une durée de 6 secondes. Les enquêteurs apprennent que jusqu'au dernier moment, l'avion volait normalement. Par contre, quelqu'un a poussé le manche, ce qui a propulsé l'avion dans son plongeon vertigineux. L'appareil a accéléré pour atteindre la vitesse du son. Il est tombé d'une altitude de 6700 mètres avec les 4 réacteurs à leur puissance de croisière.
Les enquêteurs comprennent maintenant pourquoi l'épave est réduite à néant sur le lieu de l'écrasement. Quand un avion percute le sol à une aussi grande vitesse, il comprime en quelque sorte la terre et ensuite les débris rejaillissent hors du trou. La violence de l'impact a projeté certains débris dans les airs avant même qu'ils n'aient été brûlés par l'explosion. Tout ce que l'avion comportait de léger, comme le papier, les matériaux d'isolation, tout ça a été soufflé dans les airs et balayé par le vent sur des kilomètres. L'avion a donc subi un plongeon forcé. Voilà qui explique le brusque écrasement du vol 1771 de PSC. L'enquête du FBI devient encore plus urgente. Comme c'est certainement le meurtrier qui a engagé l'appareil dans sa chute, il s'agit de la pire tuerie de l'histoire de la Californie. Les enquêteurs n'ont pas suffisamment de preuves pour établir l'identité du meurtrier et pour savoir quelles étaient ses intentions. Est-ce le geste d'un cinglé qui s'est livré à une tuerie gratuite? Ou, au contraire, le meurtrier ciblait-il une victime précise parmi les passagers, sans hésiter à sacrifier froidement tous les autres occupants de l'avion? L'enquête du FBI sur la tuerie à bord du vol 1771 de PSC et sur son terrible écrasement révèle une importante faille dans la sécurité de LAX. Une arme à feu a été introduite dans un avion. À l'aéroport, plusieurs personnes peuvent éviter le contrôle de sécurité. L'agent Bredzing apprend que les employés de compagnies aériennes munis d'une pièce d'identité valide peuvent se soustraire au contrôle de sécurité. Les membres d'équipage et les employés de compagnies aériennes qui avaient le porte-nom approprié n'avaient qu'à le montrer pour éviter de passer à travers le détecteur de métal et l'appareil à rayon X. C'était une grave lacune. Richard Bredzing sait que le meurtrier est un homme. En consultant la liste des passagers du vol 1771, il note que 4 hommes travaillaient pour Pacific Southwest ou pour sa compagnie mère, US Air. On présumait qu'il avait l'arme à feu en sa possession et qu'il avait échappé au contrôle de sécurité. Les enquêteurs doivent prouver l'identité de celui qui a introduit l'arme à bord de l'avion. Au laboratoire du FBI, les experts médico-légaux analysent l'échantillon de peau prélevé sur le pontet du revolver. Un technicien parvient à relever une empreinte digitale à partir du fragment de peau. Il la compare à celle des 4 passagers susceptibles d'avoir évité le contrôle de sécurité dans l'espoir de trouver une concordance. Ces efforts sont récompensés. Le bout d'index était suffisant pour obtenir une empreinte et la comparer. Quelques jours après l'écrasement qui a fauché 43 vies, les enquêteurs du FBI identifient le meurtrier. C'était un élément crucial de l'enquête. Il s'appelle David Burke. David Burke nettoyait les avions. Après l'atterrissage, il faisait le ménage à bord. Les enquêteurs savent que David Burke est monté à bord du vol 1771 avec une arme à feu. Il leur faut maintenant découvrir pourquoi. Le mobile d'un crime permet d'en comprendre toutes les circonstances. En sachant le mobile, on peut reconstituer la trame des événements de façon concluante. Au 3e jour des recherches dans les débris épars, les enquêteurs découvrent un élément de preuve étrange, mais révélateur du mobile du crime de David Burke. Un de nos hommes a trouvé un sac vomitoire. Il a tout de suite su que c'était une importante pièce du casse-tête. En propulsant l'avion dans une chute aussi brutale,
Burke s'est assuré sans le vouloir que le précieux indice serait découvert. Le sac vomitoire comportait un message très menaçant. La note qui n'est pas signée a été rédigée par Burke pendant le vol. Il y exprime son ressentiment à l'égard d'un certain Ray. Salut Ray. Je trouve ça plutôt ironique que ça se termine comme ça. J'avais demandé une certaine indulgence pour ma famille. Tu te souviens? Je n'en ai pas eu. Et tu n'en auras pas non plus. C'était le message écrit sur le sac vomitoire. Ce sac est la preuve qu'espéraient les enquêteurs. Celui qui trahit le mobile de David Burke. Le Ray en question est le chef d'escale de la compagnie aérienne, Ray Thompson. Il travaillait pour la compagnie mère de PSA, US Air. Il était également l'ancien patron de David Burke. Ray Thompson était superviseur. Richard Bredzing apprend que Burke avait un passé trouble, à la fois au sein de la compagnie et avec la justice. Burke had worked for US Air for 14 years, most of them at the airport in Rochester, New York. Des allégations d'activité criminelle ont pesé sur lui à Rochester. Burke was someone they had watched carefully for narcotic trafficking and larceny. Les allégations voulant que Burke ait fait passer clandestinement de la cocaïne dans les avions n'ont jamais été prouvées. Well, basically, he just apparently stayed one step ahead of us. But the bottom line is that he wasn't charged. Il a probablement déménagé sur la côte ouest pour se faire oublier. Mais 3 semaines avant l'écrasement, Burke se retrouve à nouveau dans le pétrin. La compagnie le congédie quand une caméra de surveillance le surprend en train de dérober les recettes du bar de l'avion. Il a volé de l'argent dans la caisse où les agents de bord font la monnaie. Il a volé 69 $. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. 3 semaines après son congédiement, Burke a l'occasion d'en appeler de la décision. Monsieur Burke avait été congédié quelques semaines avant le drame. Thanks for coming in, David. Il est revenu le jour de l'écrasement pour l'audition de l'appel. I've reviewed your file. Il a été congédié par Ray Thompson. Your appeal. It's been denied. Burke éprouvait de graves difficultés financières. Il était au bout du rouleau. Why you gotta be such a jerk? That termination interview was La rencontre a été houleuse. placid one. My decision's final, Mr. Burke. Thank you very much. En sortant du bureau de Ray Thompson, Burke a fait un commentaire qui laissait présager sa soif de vengeance. La secrétaire lui a dit « Bonne journée, David ». Et David Burke, le suspect, s'est arrêté sur le pas de la porte et lui a répondu « Oh, I plan to have a very nice day. » Il avait encore son porte-nom quand il a été congédié. C'était en 1987. Les mesures de sécurité n'étaient pas les mêmes. Les enquêteurs savent maintenant que dans les jours précédant l'écrasement, David Burke est passé de l'ex-employé frustré à l'homme planifiant un meurtre de sang-froid. Ils enquêtent sur ses moindres faits et gestes le jour de la tragédie. What can you tell me about David Burke? Après avoir été licencié par Pacific Southwest Airlines, David Burke s'est rendu à son casier, probablement pour prendre son arme à feu. Il est allé à son casier ce jour-là, avant le vol. Mais on ne sait pas s'il a pris son arme dans le casier ou non. Au lieu de retourner dans le bureau, Burke a décidé d'acheter un billet pour le vol 1771, en sachant que Ray Thompson serait dans l'avion. Ray Thompson vivait à San Francisco. Il prenait régulièrement ce vol pour rentrer chez lui après sa journée de travail. Plusieurs employés étaient au courant qu'il serait à bord de cet avion. Pourquoi Burke a-t-il tué autant d'innocentes victimes en même temps que son ex-patron?
C'est une question qui dépasse l'entendement. Quelqu'un de normal n'aurait jamais agi avec la rage et la vengeance qui habitaient David Burke avant son crime. Il y avait certainement quelque chose qui ne tournait pas rond chez lui. Il a simplement décidé de se venger contre la compagnie. Selon moi, il n'avait pas d'autre mobile. Il est évident que Burke avait soigneusement planifié son attaque contre le vol 1771. Par contre, le déroulement des événements à bord de l'avion est encore hypothétique. Les enquêteurs du NTSB fournissent une pièce maîtresse du casse-tête. Ils ont réussi à déterminer la position exacte du siège transpercé d'une balle. Rangée 4, siège C. Selon la liste des passagers, cette place était vacante sur le vol 1771. Mais le siège directement devant ce siège vide était occupé par Ray Thompson. Cette découverte témoigne de la puissance du magnum de calibre 44 de Burke. Ces 2 premiers coups de feu ont transpercé non pas 1, mais 2 sièges d'avion. Le trou a été fait quand la balle a traversé le corps de Ray Thompson pour se loger dans le siège de derrière. Ils savent maintenant que Burke a abattu au moins 4 occupants du vol 1771 dans son assaut meurtrier. Ray Thompson et 3 membres d'équipage. Voilà qui explique 5 coups de feu. Mais les enquêteurs en ont entendu 6 sur l'enregistrement. Ils veulent élucider la question. Les bruits des coups de feu ont été captés par un microphone dans le poste de pilotage. En comparant les sons de chacun des coups de feu, les enquêteurs peuvent distinguer s'ils ont été tirés dans le poste de pilotage ou dans la cabine des passagers. On entendait très bien les coups de feu tirés dans la cabine, mais c'était un bruit étouffé. D'autres coups de feu sont plus forts et plus nets, indiquant qu'ils ont été tirés à proximité du microphone du CVR. Le bruit des coups de feu dans le poste de pilotage était très fort. 3 coups de feu ont été tirés à l'extérieur et 3 à l'intérieur du poste de pilotage. Les enquêteurs ignorent qui est la victime du dernier coup de feu, mais ils savent qu'il a été tiré dans la cabine des passagers. C'est suffisant pour reconstituer l'horreur des derniers moments des occupants du vol 1771 de PSA. What the hell? On peut imaginer ce que Ray Thompson a ressenti quand l'homme qu'il venait de congédier quelques heures plus tôt est passé à côté de lui dans l'allée de l'avion pour lui remettre cette note avant de se rendre aux toilettes. Il a lu son message de menace. Ensuite, ils entendent le bruit de la porte du cabinet de toilette qui s'ouvre. On présume qu'il a remis la note à Ray et qu'il est allé dans les toilettes, où il a sorti son arme. Il en est ressorti et on a entendu la porte se refermer juste avant les coups de feu. Ray Thompson a probablement connu la plus douce de toutes les morts sur cet avion. En moins d'1 minute, ce vol de routine est devenu cauchemardesque. Il s'est montré très méticuleux. Il avait bien planifié ses gestes et il a bien exécuté son plan. Je suis convaincu que les passagers ont rapidement compris que la situation était très, très grave. There's a problem, Captain. Et après avoir abattu son ex-patron
et 3 membres d'équipage. David Burke a propulsé l'avion dans sa chute fatale et il est sorti du poste de pilotage. Le chef pilote de la compagnie était désormais le seul à pouvoir redresser l'appareil. Un pilote qui n'était pas en service a peut-être essayé d'aller prêter main forte en se rendant compte qu'il se passait quelque chose de grave. Mais Burke avait encore une balle. C'est peut-être le 6e coup de feu. Certains ont soulevé l'hypothèse que David Burke s'était suicidé, mais les preuves ne sont pas concluantes. S'il s'était suicidé, le revolver serait tombé de sa main. Mais comme le bout d'un doigt de Burke est resté coincé dans le pontet de l'arme, Bretzing estime que le meurtrier était vivant et qu'il tenait encore le revolver dans sa main au moment de l'impact. Les alarmes retentissaient dans le poste de pilotage. Pendant que l'avion plongeait dans le vide, le bruit s'intensifiait. Mais juste avant l'impact, il y a eu un silence. On nous a dit que l'avion avait franchi le mur du son. Les dernières secondes de leur vie ont été horribles. La fureur d'un homme a fait vivre 2 minutes de pure terreur à 42 personnes. The FBI believes one man was responsible for the crash of PSA Flight 1771 in the hills of San Luis Obispo County, in which all 43 on board were killed. With all of the evidence that we have recovered here, that we would have more than sufficient to charge David Burke with the violation of the air piracy statute. Ce crime sans précédent est résolu. Mais les autorités ont encore une inquiétude. Est-ce qu'un tel drame risque de se reproduire? La tragédie du vol 1771 a incité la FAA, l'autorité responsable de réglementer l'aviation civile, à agir. Elle a pris des mesures urgentes pour renforcer la sécurité. La FAA a mis fin à la pratique voulant que les employés des compagnies aériennes et les membres d'équipage puissent éviter les contrôles de sécurité. Ils doivent maintenant les franchir comme tous les autres passagers. Aujourd'hui, tous les employés qui quittent une compagnie aérienne doivent remettre immédiatement leur porte-nom, qu'ils soient congédiés, retraités ou qu'ils aient démissionné. Monter à bord d'un avion avec une arme à feu n'est peut-être pas impossible, mais quasi impossible. Ces nouvelles mesures de sécurité n'ont toutefois pas réussi à prévenir l'acte de piraterie aérienne le plus meurtrier de l'histoire. Les attentats du 11 septembre ont provoqué un changement dans les procédures de sécurité aérienne. Après le 11 septembre, plusieurs failles en matière de sécurité ont été corrigées. Aux États-Unis, il y a désormais des policiers de l'air à bord de plusieurs vols intérieurs. Ce sont des officiers armés en tenue civile. Les portes des postes de pilotage ont été renforcées avec du Kevlar et elles demeurent verrouillées en tout temps pendant les vols. Les portes sont construites très solidement et elles sont à l'épreuve des balles. Si David Burke était monté à bord d'un avion aujourd'hui, il n'aurait pas pu entrer dans le poste de pilotage avec son arme. Il aurait pu blesser et tuer des passagers dans la cabine, mais l'avion ne se serait pas écrasé. Plusieurs pilotes de compagnies aériennes intérieures ont maintenant le droit d'avoir une arme à feu. Toutes ces mesures contribuent à améliorer la sécurité du transport aérien, mais le risque d'un autre drame à la David Burke ne sera jamais complètement écarté. Selon moi, la sécurité aérienne a fait des pas de géant. Mais il y a place à l'amélioration. L'aviation demeurera toujours une cible potentielle.